Monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du jeudi 7 avril, le début des commémorations du centenaire de la révolte des vignerons. Ce matin, un colloque sur la Champagne viticole s'est déroulé à Troyes, à l'Hôtel Dieu, fruit du travail d'universitaires champenois et d'ailleurs. Et demain, une exposition sur le champagne sera lancée toujours à l'Hôtel Dieu. Dans le cadre de la semaine du développement durable, après les animations pour enfants hier, on s'intéresse ce soir à ceux qui appliquent quotidiennement le développement durable dans l'agriculture. Reportage à suivre chez les agriculteurs bio à Véricourt. Et enfin, une visite en avant-première de la nouvelle exposition du musée d'art moderne. L'art africain est à l'honneur. 300 objets sont exposés, confrontés aux artistes contemporains qui s'en sont largement inspirés. L'expo ouvre demain au public jusqu'à mi-septembre. Mais d'abord, les premières déclarations du préfet de l'Aube, Christophe Bay, arrivé lundi officiellement, vous le savez. Il a évoqué ce matin ses priorités alors que l'ancien préfet était resté en poste 9 mois. Il compte poursuivre les actions engagées par son prédécesseur avec pour axes principaux le développement économique et l'emploi, mais aussi la sécurité routière. Le nombre de morts sur les routes de l'Aube a bondi de 500% depuis le 1er janvier par rapport à l'an dernier. Christophe Bay est au micro d'Annabelle Millet. Deux priorités essentielles. La première, c'est l'emploi, la création d'emplois, la défense de l'emploi, et puis tout ce qui touche à la sécurité. La sécurité, c'est 3 volets. La sécurité publique, la lutte contre la délinquance, la sécurité routière. Là, nous avons un gros travail à faire compte tenu des résultats enregistrés sur les 3 premiers mois. Et puis la sécurité civile, c'est la protection des populations dans le domaine de la lutte contre les risques naturels ou technologiques. Je suis quelqu'un de pragmatique, donc il n'y a pas de dogme. Moi, je ne connais que le résultat. En début d'après-midi, justement, dans les locaux de la préfecture, une commission était programmée avec l'inspecteur d'académie à propos de la future carte scolaire. La suppression de plusieurs postes dans le département était à l'ordre du jour. Finalement, le quorum n'a pas été atteint pour que cette réunion ait lieu, mais le syndicat FSU a tenu à manifester son mécontentement en ne participant pas à cette commission. Leurs délégués départementaux s'en expliquent avant la réponse de l'inspecteur. Interview signée Jonathan Boisset. Ça reste une chambre d'enregistrement, les décisions ont été prises, mais en plus on le répète quand même, à des fins électoralistes, de reporter cette réunion, c'est scandaleux. Tous les 3 ans, on évalue le niveau des membres des pays de l'OCDE pour les élèves de 15 ans. Entre 2000 et 2003, la France a baissé par rapport à elle-même, c'est-à-dire par rapport aux pays de l'OCDE. Entre 2003 et 2006 aussi, entre 2006 et 2009 aussi. Et la seule réponse actuelle, c'est diminution du nombre de postes, diminution du nombre de cours en lycée, c'est précarisation de tout un pan de l'éducation nationale. Aujourd'hui, ma mission, elle est de dire, avec les emplois qui sont donnés pour le département, et de rendre compte de la répartition que j'en fais. C'est un département qui est encore préservé, soit dit en passant, par sa démographie, puisque, comme vous l'avez dit vous-même, on continue à gagner sensiblement au niveau des collèges et sensiblement aussi au niveau des écoles. Et c'est ce qui fait la particularité du département de l'Aube. Et la commission est reportée à jeudi prochain à 8h30. La FSU compte la boycotter une fois de plus. Je vous le disais en titre, les festivités, ou plutôt les commémorations du centenaire de la révolte des vignerons au bois sont lancées depuis ce matin. Elles ont commencé avec un colloque universitaire organisé sur le site de l'Hôtel Dieu à Troyes, où une exposition sur le champagne débute demain. L'occasion pour les chercheurs champenois de se pencher sur le monde viticole et sa longue histoire. Damien Ardois. Le colloque est l'aboutissement d'un projet lancé depuis 3 ans par un comité scientifique. Un travail de réflexion sur le centenaire de la révolte des vignerons, de ses origines jusqu'à ses conséquences. C'est aussi l'occasion de réfléchir à la manière dont ce vignoble s'est structuré, s'est organisé, du point de vue de l'interprofession. C'est assez original le champagne. Et quand on est en Champagne, on ne s'en aperçoit pas. Cette vision extérieure est apportée par des chercheurs d'autres universités françaises, mais aussi par des chercheurs étrangers venus d'Espagne ou des États-Unis. La chose qui m'intéresse, c'est cette identité entre cette bien matérielle, le champagne, le vin, et cette identité de la France. Pourquoi c'est tellement lié, plus que les autres vins. Pour nous, champagne, ça veut dire France. Pour le français, le champagne était toujours français, mais pour nous, ce n'était pas le cas. Devant les responsables de maisons de champagne ou devant les jeunes chercheurs, une trentaine d'intervenants
intervenants se succèdent au micro pour des exposés d'une demi-heure. Parmi les sujets, les impacts nationaux de la révolte de 1911, la révision de l'appellation d'origine contrôlée ou encore la place du vignoble dans l'économie auboise du 19e siècle. C'est l'archéologie de la révolte des vignerons, c'est-à-dire c'est pour montrer que la révolte des vignerons, c'est pas comme ça quelque chose qui était brutal, etc. Mais s'il y a eu révolte des vignerons, c'est parce qu'il y avait un passé, et un passé très long, un passé séculaire du vignoble et un passé substantiel. Le colloque est une autre approche des commémorations. On est loin des cortèges ou des banquets. Ici, il s'agit surtout d'une approche scientifique et historique de l'événement. Le côté festivité et convivialité est fondamental à mon sens, mais il n'empêche que nous n'aurions pas le moyen de développer cette convivialité si l'histoire n'avait pas été ce qu'elle est et si il n'y avait pas eu ces problématiques économiques, viticoles et climatiques qui créent l'arrivée des événements de 1911 et donc la grande commémoration. Après 2 jours en amphithéâtre à Troyes, les conférenciers prendront samedi la direction de Bar-sur-Aube pour une nouvelle table ronde, avant évidemment une visite de cave du côté de Meurville. Et pour connaître en détail le reste des manifestations, cliquez sur le site le www.aube-champagne.com. Les manifestations pour célébrer la semaine du développement durable se poursuivent dans l'Aube. Ce matin, les jeunes élèves de l'école République à Saint-André-les-Vergers ont reçu un sachet de graines aromatiques pour les mettre en pot chez eux et mieux comprendre ainsi d'où viennent les aromates achetés bien souvent dans le commerce. Autre illustration de cette semaine du développement durable ce soir avec ceux qui mettent en pratique les gestes écologiques au quotidien dans leur métier. Un couple d'agriculteurs bio que Jonathan Boisset a rencontré à Véricourt. Chaque semaine, Amélie et Benoît retrouvent leurs clients à l'occasion d'une vente directe à l'exploitation. Dans les bacs aujourd'hui, des radis, des carottes ou encore des poireaux. Maraîchers depuis 2004, et ils ont fait le choix, il y a 5 ans, de se lancer dans la production biologique. On a commencé à cultiver des légumes, en fait on n'était pas certifié bio mais on n'aimait pas traiter, donc ça nous arrivait de temps en temps, rarement, le moins souvent possible, et à chaque fois que je le faisais ça me dégoûtait. Donc en fait c'est... à force de cultiver, voilà, c'était à contre-cœur. Donc à force de cultiver sans traitement, on s'est rendu compte que finalement on était très proche du mode de production biologique et qu'il n'y avait pas un gros effort pour franchir le cap. Ça s'est fait tout doucement en fait. La certification a été obtenue en 2008, mais la logique de production ne s'est pas arrêtée aux légumes. En bio, nous avons besoin de fumier pour fertiliser les terres et on a pensé que c'était plus cohérent, plus durable d'avoir un atelier d'élevage avec les céréales. En fait, c'est de là qu'est venue l'idée de faire de l'élevage. Pour avoir des pâtures, une bonne rotation, nous pensons que c'est plus durable. L'exploitation compte donc des poules, des moutons ou encore des cochons, une manière également de diversifier les produits. Nous, on ne met pas les œufs dans le même panier. Voilà, si on rate quelque chose, autre chose va rattraper. Voilà, c'est comme on prend un risque aussi. Le fait de passer tout brutalement en bio, les rendements ne sont pas forcément tous les ans au rendez-vous. Ça permet justement de lisser un peu les fluctuations des rendements et des cours du blé. 2 employés travaillent à plein temps sur l'exploitation. La production de légumes est commune avec un autre maraîcher. Mais pour ce jeune couple, le fait de se lancer dans la production biologique ne touche pas que l'aspect professionnel. Disons qu'on fait tout, c'est-à-dire on construit, on doit déjà produire, il y a déjà des choses en route, donc il faut aussi il faut aussi que ça tourne pour des revenus, quoi. Et en même temps on construit. Là, mon mari cet hiver il a construit la yourte pour les moutons. Et la production est plus difficile, mais c'est vrai que la clientèle est au rendez-vous et satisfaite, donc ça nous aide à tenir en fait. Derrière ça demande un investissement important de notre part. Voilà. On ne compte pas les heures. Voilà. C'est un investissement vraiment plein. C'est un projet de vie en fait. Amélie et Benoît proposent également des colis de saison sur Troyes, mais le développement n'est pas encore tout à fait terminé. Un local permettant le commerce est actuellement en travaux et un permis de construire a été déposé pour un bâtiment abritant les cochons. Allez, on quitte les champs pour la pelouse. En football, demain, les Stacks se déplacent à Clermont pour la 30e journée de Ligue 2 au stade Gabriel Montpied. Au classement, les 2 formations sont côte à côte. Les Stacks est 12e, mais avec le même nombre de points que Clermont, 11e. Des Auvergnats qui n'ont d'ailleurs pas abdiqué dans la course à la montée du côté du stade de l'Aube. On s'inquiète avant ce déplacement. Le maintien n'est pas encore acquis. Et Jean-Marc Furlan doit se passer des services en défense de Stéphane Drouin et Vincent Carlier qui sont blessés. Il faut aussi digérer les 2 défaites consécutives
consécutives en championnat, et notamment lors du derby face à Sedan vendredi dernier. Avant-match avec Jean-Marc Furlan, le coach troyen. Quels que soient les groupes sportifs, c'est la nature humaine, un danger de confort. Dès qu'ils gagnent, chaque fois, il faut les remettre dans l'axe. Donc on a un peu durci le ton. On a raté notre match de Sedan. Au-delà du fait qu'il nous manque 4 titulaires, ça nous porte un fort préjudice. Mais au-delà de ça, on a pété bon, quoi. On a mal préparé ce match. Le match là de ce week-end est très important, je le confirme. Mais si on le perd, mais qu'on est capable de gagner Angers, Le Mans, machin, derrière tous les 4 matchs d'affilée, qu'on est capable parce qu'on se construit, parce qu'on... Voilà. Je souhaite, moi j'ai dit aux joueurs, que le match de Sedan, il faut que ce soit une occasion pour rebondir. Parce que c'était trop nul. Et coup d'envoi de ce match entre Clermont et les Stacks demain soir à 20h en Auvergne. Une bonne idée de sortie culturelle pour le week-end qui approche. La nouvelle exposition au musée d'art moderne de Troyes. Elle ouvre demain et se termine le 18 septembre sur le thème des arts premiers et de l'Afrique. Originalité, la confrontation de 2 collections présentant plus de 300 objets d'art premiers justement en provenance d'Afrique face aux œuvres des plus grands artistes du XXe et du XXIe siècle qui s'en sont inspirés. Visite guidée en avant-première avec Annabelle Millet. Mise en regard de la collection historique des Lévy et des centaines de pièces du couple Sargos, l'exposition proposée au musée d'art moderne permet un grand voyage. Le voyage est à la fois celui de l'histoire de l'art, de l'invention de ce qu'on appelait alors l'art nègre, qui va jouer un rôle déterminant sur l'évolution des avant-gardes, l'évolution des regards, pas simplement celui d'André Derain, qui est extrêmement présent dans cette collection, mais aussi de Picasso, de Matisse et de toute une génération d'artistes qui furent, ne l'oublions pas, des artistes collectionneurs et qui avaient dans leur atelier, leurs ateliers des masques africains. Cela fait 30 ans que le couple Sargos a commencé sa collection alors qu'il vivait en Afrique. Rentré en France, il a continué à acheter des œuvres d'art. Alors d'abord, il faut savoir que l'art en question n'est pas destiné à être de l'art, ce sont des objets qui ont des fonctions rituelles. Et des fonctions, tous les objets ont des pouvoirs surnaturels. Tous les objets qui sont présentés ici ont de tels pouvoirs. Et par la suite, on se doute bien que pour que quelque chose marche, pour qu'un culte fonctionne, pour que la magie fonctionne, eh bien, il vaut mieux que l'objet soit beau. Donc petit à petit, les sculpteurs, et puis aussi par un petit peu d'ambition personnelle, ils y mettent une touche personnelle pour que ça soit plus beau. Et puis finalement, de plus en plus beau, et on en arrive à des chefs-d'œuvre absolus. Collection d'ethnologues plus que d'amateurs d'art, les pièces du couple Sargos ont toutes un mystère à dévoiler. Je vous présente ici un trône qui a appartenu à un roi de la chefferie de Oku, qui se trouve dans le Grassland camerounais, dans la zone anglophone. Comme vous voyez, ce trône est d'inspiration européenne, parce que vous avez un dossier, vous avez des accoudoirs, mais évidemment vous avez une touche africaine qui est très poussée. Donc un roi, et seul un roi, s'est assis sur ce trône pendant à peu près une quinzaine d'années au milieu du XXe siècle. Les 200 statues, fétiches et masques du couple et les 100 pièces de la collection Lévy se répondront 6 mois durant au musée d'art moderne pour une découverte historique, artistique et humaine avant tout. Et l'exposition est ouverte tous les jours, sauf le lundi. C'est gratuit le premier dimanche du mois et pour les moins de 18 ans. Autrement, l'entrée coûte 5 €. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans moins de 4 minutes, vos prévisions météo avec Sandra Durupt. Passez une excellente soirée. Demain, c'est Damien Ardois pour le journal. À bientôt.